Donc voilà, ben, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Odile Ramelot de Ma Lignée Verte qui vous parlera plus en détail de plein d'astuces pour réussir son batch cooking. Mais avant de lui céder la parole, pardon, j'avais envie de juste vous expliquer un petit peu qui on est et dans quel cadre on organise ça. Donc, on organise en fait un cycle de webinaires autour du thème On mange quoi demain? Donc, l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur notre alimentation quotidienne, la résilience alimentaire et comment est-ce que demain on pourrait nourrir tout le monde de façon plus durable et ce qu'on peut faire à son échelle aussi. Je suis désolée s'il y en a qui étaient déjà là jeudi passé pour le premier webinaire, il y aura peut-être quelques petites redites. Peut-être juste, je sais qu'on a tous l'habitude, enfin la plupart ont maintenant l'habitude avec Zoom depuis le confinement, mais je vais quand même juste faire un petit rappel. Donc pendant le webinaire, vous avez accès à un onglet là en dessous qui s'appelle Discussion ou Chat. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez à droite une fenêtre de discussion et on vous invite vraiment tout au long de la présentation à noter vos questions quand elles viennent. Ne les oubliez pas dans un coin, vous pouvez les noter. Ma collègue Elena, qui est là ce soir avec nous, va compiler tout ça et puis on aura un bon moment après pour prendre des questions-réponses et en parler. Et alors, on vous invite à plutôt choisir un affichage galerie, pardon, un affichage intervenant pour être sûr de voir la bonne personne qui parle. Euh, Peut-être un petit mot sur nous, sur EcoConso. On organise ici ce cycle de webinaires. Donc, on est une association belge qui existe depuis plus de 30 ans, belge francophone. Notre mission, c'est d'encourager des choix de consommation et des comportements qui sont plus respectueux de l'environnement et de la santé. Et une de nos particularités, c'est vraiment d'être multithématique. Donc, on traite aussi bien de ce qui est énergie, habitat, que la mobilité, que l'alimentation, les produits d'entretien, la petite enfance, les déchets. Donc voilà, on va vraiment aborder tous ces sujets-là autour de la consommation, de ce qu'on peut faire pour agir au quotidien. Vous retrouvez plein d'infos sur notre site ecoconso.be. On a aussi un service conseil qui est gratuit par téléphone ou par email. Si vous avez une question particulière à laquelle vous ne trouvez pas de réponse liée à ces sujets, vous pouvez nous contacter et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Un petit mot sur cette action, on mange quoi demain? En fait, on a démarré ça fin d'année passée en faisant un petit sondage. Donc, c'est pas une grande enquête à valeur scientifique, mais on avait un petit peu envie de sonder parmi les consommateurs quels sont les freins à manger plus durablement aujourd'hui. Et ce qui est revenu principalement, c'est le principal coupable, c'est le manque de temps. Et puis, on nous a dit les moyens, l'argent, donc l'argent, le nerf de la guerre, mais aussi les moyens matériels, avoir le bon équipement, avoir les magasins appropriés près de chez soi, etc. La motivation et aussi les connaissances, comment est-ce que je fais concrètement, est-ce que je choisis les bonnes choses et puis la situation familiale ou sociale, parfois on a envie d'agir et puis son compagnon, sa compagne ou ses enfants ne sont pas du même avis, ou bien on a une vie qui est trépidante, on a du mal à s'organiser et on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait au niveau de l'alimentation. En conclusion, on a envie de manger mieux, mais on manque de temps, d'argent notamment. Et j'avais envie d'un peu challenger ça parce qu'on a cette impression que les plats préparés et que la cuisine un peu toute faite, c'est génial. C'est vrai, ça va vite. Bon, ça, on va le reconnaître. Mais c'est pas si génial que ça parce que si on regarde un petit peu les chiffres, on voit qu'il y a une étude de l'ANSES d'il y a deux, trois ans qui a noté que 78% des aliments transformés contiennent au moins un additif. Donc pour la santé, c'est pas génial. Et de manière générale, plein d'enquêtes le montrent, ils sont trop riches en calories, en graisses, en sel, et ça entraîne donc les additifs et calories, graisses, sel, ça entraîne toute une série de problèmes de santé qu'on a moins quand on cuisine maison. Et alors, j'ai un peu envie de tordre le cou à une idée reçue que ça coûte cher de bien manger, parce qu'on a fait toute une série de comparatifs. Ici, c'est un sur un plat de lasagne, où on a comparé voilà, avec une marque distributeur ou des ingrédients de marque distributeur et avec une marque bio en plat préparé ou des ingrédients de marque bio en cuisine en maison. On s'est rendu compte que, par exemple, acheter une lasagne préparée en marque distributeur, ça coûtait 2,15 €.
en bio 3,65. Et si on faisait maison, avec des ingrédients de marque distributeur, on en a pour 1,50 € et en bio 2,04 €. C'est des ordres de grandeur, évidemment, hein, tout dépend de ce qu'on choisit. Mais donc, ça montre quand même bien qu'avec du fait maison bio, en fait, on arrive même à être 5% moins cher que le plat préparé du distributeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les tests qu'on fait, dans toutes les comparaisons qu'on fait. Le fait maison, c'est toujours moins cher. Et l'avantage, c'est évidemment pour la santé et pour l'environnement qu'on peut maîtriser les ingrédients qu'on y met. Il n'y a pas d'additifs, on peut choisir des produits locaux, des produits bio. Et donc, ça a plein d'avantages. Donc voilà, c'est intéressant de cuisiner, mais c'est pas toujours facile. Et dans les astuces pour pouvoir plus facilement s'organiser pour cuisiner maison, eh bien, on s'est dit que le batch cooking était une piste intéressante. Avant de passer la parole, je vais juste vous dire que sur notre site sur ecoconso.be/miam, vous trouverez en fait plein d'infos qu'on partage cette année dans le cadre de cette campagne On mange quoi demain, pour à la fois s'informer jusqu'à réduire le gaspillage alimentaire tout au long vraiment de la chaîne, faire ses courses, manger autrement. Vous trouvez une série de podcasts et de vidéos. Donc, on a eu le plaisir d'aller rencontrer plusieurs agriculteurs et agricultrices et quelques consommateurs et consommatrices aussi. Et ils nous ont tous parlé de leur réalité, de leurs astuces. Et donc, ça donnait lieu à une série de podcasts et aussi, elles ne sont pas encore toutes diffusées, mais une série de plus courtes vidéos qui vous donneront peut-être envie d'aller écouter la version longue de l'interview en podcast. On propose des animations ou des webinaires comme ce soir. Et bientôt, on travaille dessus. On proposera aussi un mind map pour essayer d'y voir clair parce qu'il y a plein, plein, plein de chouettes initiatives en Belgique autour de l'alimentation durable. Mais c'est parfois difficile de savoir qui fait quoi. Et donc, on espère pouvoir faire une genre de grand schéma pour peut-être vous aider à trouver l'info qui vous manque, peut-être près de chez vous. Euh, je vous ai pointé quelques articles un peu en lien avec le thème de ce soir, notamment autour du slow food, des astuces pour manger bio et pas cher, aussi de la conservation. On a consacré tout un dossier à la conservation il y a quelques temps, avec notamment des astuces sur la congélation, comment faire ses conserves. Et alors, on a aussi des choses sur des bonnes adresses pour trouver des produits locaux, bio, durables, près de chez soi. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Odile, qui a créé l'ASBL Ma Ligne Verte. Et elle a des activités, pour peut-être un petit mot de présentation, elle développe plusieurs activités autour du zéro déchet, du home organizing. Et vraiment, l'idée, c'est que l'alimentation est un tremplin au changement. Et nous, ça nous a bien parlé parce que dans sa présentation, elle dit que l'idée, c'est de retrouver le sens de l'essentiel pour aller vers quelque part où il fera bon vivre. Et ça, dans la joie, l'efficacité et la simplicité. Alors, si ça, c'est pas un programme génial et de rêve, en tout cas, nous, ça nous a donné très envie. Donc, on se réjouit de découvrir ça en même temps que vous. Odile, je te passe la parole. Merci Anne. Ben, bonjour à tous. Je ne vous vois pas beaucoup, hein. N'hésitez pas à allumer vos caméras de temps en temps, comme ça je vois un peu vos têtes. De toute façon, c'est vrai que je vais partager des slides pendant cette première demi-heure où je vais essayer de vous transmettre pas mal d'informations. Alors, il faut savoir que le batch cooking, donc j'en parle, j'ai une conférence à ce sujet. D'habitude, je prends 2 heures en public avec les gens pour le faire. Donc là, c'est aussi un challenge pour moi voilà, de vous donner l'essentiel en une demi-heure. On aura le temps, hein, effectivement, d'échanger sur les questions. J'ai reçu aussi vos questions à l'avance et c'est très bien. Que vous dire de plus? Oui, effectivement, vous allez voir, enfin, de toute façon, comme dans EcoConso, enfin voilà, je vous encourage à consommer plutôt local et bio. Après, c'est pas quelque chose du coup que je vais vous répéter tout le long, etc. Il y aura un moment où j'en parlerai par rapport justement à la construction du menu, hein, puisque le menu est un des outils, on le sait, de ce batch cooking. Eh bien, écoutez, je propose qu'on commence tout de suite. Je vais vous partager mon écran pour déjà, voilà, savoir. C'est OK l'écran, Anne-Elena? Oui, C'est parfait. parfait.
Donc voilà, batch cooking, mais d'où ça vient ce mot anglais? Alors, il faut savoir qu'effectivement, batch, ça veut dire lot, ça veut dire qu'on va cuisiner en plus grande quantité de d'habitude. Donc du batch cooking, en soi, bah, déjà nos grands-mères en faisaient quand elles faisaient des confitures. Souvent, les gens me disent aussi, bah oui, quand je fais des spaghettis bolognaises, en tout cas quand je fais de la bolognaise, j'en fais un peu plus, je la congèle. Donc on fait parfois du batch cooking. L'idée, c'est donc d'essayer de cuisiner à l'avance, de cuisiner un peu plus, et là, évidemment, bah, d'être efficace. Parce que bah, l'image un peu, comment dire, miraculeuse du batch cooking qu'on a, c'est aussi celle parfois qu'on a par les réseaux sociaux, donc où on voit sur YouTube, etc., des gens qui en 2 heures ont donc fait leurs 5 plats de la semaine, etc. Voilà, c'est peut-être un objectif en soi, mais c'est pas comme ça que ça se passe au début. Voilà, soyons concrets. Après, ça dépend du niveau de cuisine de chacun, mais donc c'est aussi un exercice le batch cooking, et plus on le fait, ben, plus évidemment on va acquérir des facilités à le faire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est un temps qu'on dédie vraiment à la cuisine. Donc justement, ce qui pèse souvent au niveau de l'alimentation, c'est que ça vient après la journée de travail, c'est que c'est ben, tout le temps en fait. C'est vrai que c'est un cycle qui se répète quotidiennement, et que donc là, ben, on va pouvoir se dire, ben, c'est aussi un moment finalement qui ne sera dédié qu'à ça. C'est important, offrez-le-vous, et on peut y prendre du coup davantage de plaisir aussi. C'est une méthode propre à soi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un batch cooking, il y aura le batch cooking qui vous va. On va essayer de le déterminer ensemble ce soir. Et donc, une méthode propre à soi d'organisation du cycle de l'alimentation. Alors, on oublie souvent qu'en fait, si on a l'impression d'être tout le temps dans cette charge de l'alimentation, c'est parce qu'elle contient ben, les courses, enfin déjà les idées, qu'est-ce que je vais faire à manger, ensuite les courses, ensuite la cuisine, ensuite la vaisselle, le rangement, et puis ça recommence. Donc, comme Anne vous l'a dit, moi donc j'ai aussi une formation en home organizing, donc l'organisation de la maison, etc. Et il y a d'autres cycles longs dans la maison, comme la lessive par exemple. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de raccourcir ce cycle. Donc, quand on fait un batch cooking, ben, on peut se dire, voilà, un jour, je vais aller faire les courses pour tout, un jour, je cuisine, et par exemple, le lendemain, eh bien, je refais mon menu pour la semaine d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 3 jours, vous allez quand même déjà condenser, ou sinon, ben, une charge mentale et puis des actions que vous feriez plus souvent. C'est toujours intéressant, du coup, d'observer pour vous, ben, qu'est-ce que c'est ce cycle de l'alimentation. Donc, effectivement, est-ce que vous allez en fait faire 5 fois les courses par semaine alors que vous pourriez le faire une fois par semaine, etc. Donc, ça, c'est à vous de commencer à observer en fait comment vous fonctionnez par rapport à ce cycle-là. Ensuite, eh bien, la première chose, évidemment, comme c'est de ne pas se mettre en échec. Euh, donc, chacun peut avoir des motivations différentes au fait de se lancer dans un batch cooking. Il peut être économique, écologique, manger mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? Est-ce que ça veut dire plus nutritif? Parce que là-dessus aussi, on a parfois certains stéréotypes de qu'est-ce que c'est un repas qui serait complet. Alors que, voilà, il y a peut-être des manières plus simples, en tout cas, d'avoir des repas nutritifs, mais qui demandent un peu moins de travail. Est-ce que c'est respecter un régime alimentaire, que ce soit sans sel, sans gras, sans lactose, sans gluten, respecter un horaire, pas toujours évident de se dire on va manger à 18 heures ou 19 heures, diminuer le stress du soir, diminuer la charge mentale, en faire une histoire de famille. Ça, c'est une dame, effectivement, qui m'a dit, mais moi, je n'ai plus envie que ce soit que sur moi que ça repose. Et effectivement, c'est important, pourquoi pas, d'en faire aussi une question familiale. Et puis changer son alimentation si on le désire. Donc là, je vais vous inviter à prendre quelques secondes et à vraiment identifier votre motivation principale et éventuellement une ou deux motivations secondaires. Alors cette motivation, elle est importante parce que c'est elle qui doit orienter vos choix tout au long justement de la préparation de votre menu, de votre session de batch cooking, et puis le résultat concret du coup au quotidien. Qu'est-ce que vous attendez?
effectivement. Est-ce que c'est gagner une demi-heure chaque jour? Est-ce que c'est avoir le contentement d'avoir l'impression effectivement de vous nourrir mieux? En tout cas, c'est ça qui doit orienter vos choix parce que c'est ça qui va vous permettre de vous dire, bah ouais, en fait, je suis contente du résultat que ça me procure et j'ai envie d'y retourner. Voilà. Donc, vous devez y avoir gagné quelque chose. C'est très important. Je continue. Organisation, efficacité, rythme. Bien oui, comme je vous le disais, ce cycle long, voilà, l'étudier, le regarder, comment le raccourcir, le ramener à 3 jours ou à 2 jours. Quels sont les jours qui vous arrangent en fait? Quand est-ce que vous aimez aussi faire les courses? Quand est-ce que vous aurez envie de cuisiner? On n'est pas obligé effectivement de se dire ce sera le dimanche après-midi si c'est pas du tout le moment qui vous arrange. Une fois que vous aurez acquis aussi des réflexes de batch cooking, ça peut très bien être, eh ben, en fait, quand je cuisine aussi un peu pour le lendemain. Hein. J'ai de l'eau bouillante parce que j'ai cuit un légume, ben, tiens, au lieu de la jeter, en fait, je prends un grand écumoire, je sors mon légume et hop, je blanchis déjà celui du lendemain. Donc voilà, important de se poser des questions par rapport à ça. Alors, je note comme des pros. Ben oui, il faut se dire un peu que cette session de batch cooking, on va dire quoi? Soit c'est la guerre ou c'est un entraînement sportif intensif. Enfin, vraiment, il faut que vous le preniez à bras le corps, quoi. Donc, c'est le moment de sortir vos robots. On allume le four, il est chaud, l'eau est bouillante. En fait, utilisez en tout cas les robots déjà que vous maîtrisez. C'est-à-dire que si vous devez faire un test pour vous rappeler comment est-ce qu'on monte le robot ménager, faites-le quelques jours avant. Sinon, ça va fort vous énerver de perdre 15 minutes à ça au moment où vous aimeriez être dans l'action. Mais voilà, les couteaux aiguisés de l'espace. C'est très important aussi que vous prépariez votre espace. Sur quoi je vais travailler? Est-ce que c'est désencombré? Est-ce que les sols sont désencombrés? Est-ce qu'éventuellement je vais pouvoir poser des plats ou des préparations sur la table de la salle à manger à côté, etc. Voilà, vous prenez tout ça en main. Alors, des méthodes de pro, c'est aussi par exemple dans l'Eureka, on utilise le principe d'aliments propres et d'aliments sales. Un aliment sale, c'est un aliment emballé ou c'est un aliment, par exemple, non épluché, s'il est destiné à être épluché. Et donc, au départ, on s'occupe en fait de rendre tous nos aliments sales, propres. Et après, ben, on n'a plus qu'à travailler avec tous les aliments qui sont prêts. Ça peut être aussi faire vos grammages avant ça, de fromage si vous en avez besoin, oui, de feta, de farine, voilà, avoir préparé vos ingrédients, que tout soit là et que vous puissiez avoir la sensation pendant que vous avancez. Vous voyez, parce que sinon, si on est ralenti chaque fois par un petit détail, et puis en fait, ah, la balance, ah, je ne la retrouve pas, en fait, elle ne correspond pas, etc. Donc, organisez-vous vraiment comme des professionnels. Lave-vaisselle vidée, voilà. Éventuellement, effectivement, avoir été chercher de l'aide pour que la vaisselle soit faite au fur et à mesure. Parce que je parle de la vaisselle, mais parce que c'est vraiment un point qui peut être assez décourageant, surtout s'il arrive après votre session de cuisine. Donc ça aussi, décider, tiens, est-ce que mon temps de vaisselle, je le mets dans ce temps de batch cooking? Si pas, je dois quand même être conscient que je vais en avoir pour au moins une bonne demi-heure après. Voilà, sauf si vous avez des super petites mains que vous avez engagées pour faire ça à votre place au moment même. C'est une histoire de famille. Voilà. Donc, en visant la réussite. Alors, la seule motivation qui n'est pas juste pour du batch cooking, c'est de se dire je vais découvrir des nouveaux plats. C'est pas tout à fait le moment du batch cooking. On pourrait se dire que le batch cooking, c'est effectivement les 5 jours où vous travaillez et que ben, le week-end, c'est là où vous allez prendre le temps de l'exploration si vous avez envie. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on est beaucoup plus rapide à faire des plats qu'on connaît. Donc l'idée, c'est vraiment que vous preniez la moitié des recettes, des plats que vous connaissez, où vous avez l'habitude, que vous aimez. Et l'autre point, c'est on trahit les autres recettes.
Si vous devez parcourir la ville pour trouver un ingrédient qui est dans une recette que vous avez vue, vous allez perdre voilà, beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à se dire, bah, c'est pas grave, j'ai pas la ciboulette, tiens, est-ce que je peux mettre une autre aromate? Voilà, là c'est un petit peu de créativité. Ça, c'est aussi chacun par rapport à son niveau de cuisine. Il y a des gens qui sont très à l'aise pour improviser, puis il y a des personnes qui préfèrent vraiment avoir des recettes et les suivre. Mais dans ce cas-là, prenez des recettes simples. Peut-être au fur et à mesure, vous pourrez aller vers des choses plus élaborées. Mais finalement, en fait, on ne le fait quand même pas. Une remarque que j'ai eue parfois en atelier, enfin, en conférence, quand on échangeait après sur le menu, vous verrez, on en parlera, c'était oui, mais est-ce que je vais pas avoir l'impression de manger toujours la même chose? Si je fais par exemple des catégories et que je me dis que le mardi, ce sera des quiches. Alors, bon, déjà, par exemple, les quiches, on peut en faire à tout ce qu'on veut, hein. Donc, vous pouvez avoir une quiche végétarienne, une quiche lorraine, hein, lardon, œufs, une quiche brocoli feta, épinard feta, ou au saumon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi. Donc, voilà, à l'intérieur, vous pourrez beaucoup changer. Et l'idée, c'est de se faciliter la vie en diminuant parfois quand même ben, voilà, toutes les idées possibles, quoi. Et cette dame qui me pose cette question, on regarde un peu, puis elle me dit, bah, en fait, au quotidien, je mange finalement quand même toujours la même chose. Donc voilà, c'est pas grave si vous ne découvrez pas tout de suite des nouvelles recettes. En fait, on ne le fait pas toujours ou on ne le fait pas tout le temps. Par contre, gardez le plaisir de vous dire, ah, si vous êtes quelqu'un qui aime cuisiner, bah, en tout cas, ce jour-là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et de découvrir un nouveau plat. Dans le plaisir, ben oui, comme je vous disais, comme c'est un peu un entraînement ou la guerre ou quoi, mettez-vous de la musique, faites-vous du bien, cuisinez la cuisine que vous aimez, ça c'est très important. Donc, avec de l'aide, comme je le disais, si ça vous aide. Si ce sont des gens qui vont venir vous perturber, etc., voilà, c'est pas, ce ne sera pas totalement efficace. Mais c'est important, oui, vraiment que vous y preniez du plaisir. Je continue. Donc, le menu. Donc, effectivement, le menu, c'est un peu l'outil principal du batch cooking. Là, je vous fais part de quelques recommandations et après, on verra comment il est structuré en général. Donc, le premier point, c'est vraiment ne pas confondre donc nutrition et repas chaud ou repas élaboré. Moi, par exemple, j'ai grandi dans les années 80 de personnes qui mangent, bah, je pense, voilà, une grande partie de la population. Et à ce moment-là, c'était souvent la bonne pièce de viande, un légume et des patates. Parfois du riz, parfois des pâtes, mais c'était surtout des patates. Et c'était, je pense, vraiment l'idée de ma maman de se dire, bah, ça, c'est un repas complet. Alors, il faut savoir que, voilà, des protéines, on va en trouver autant dans le fromage, même dans l'ortie, mais enfin, je veux dire, mais donc il y a plein de sources de protéines. On peut manger donc un œuf, un morceau de fromage, une tranche de pain complet, une crudité avec ben, justement, par exemple, des graines. Donc dans le sésame, il y a autant de calcium que dans le yaourt, par exemple, hein, dans une petite poignée de sésame. Donc, en fait, vous pouvez cuisiner de manière simple à certains moments et être tout à fait tranquille par rapport à la manière dont vous vous nourrissez et dont vous nourrissez votre famille. Ça peut être plus sympa que d'arriver hyper stressé au moment du repas parce que vous avez voulu déjà bah, que tout le monde soit à table, que le repas soit chaud, que le repas soit complet et où ça tombe, vous avez déjà même plus envie de manger parce qu'en fait, ça a été la course jusque-là. Donc, voilà, c'est très intéressant aussi d'essayer d'identifier là où on se culpabilise soi-même par rapport à son alimentation. Ça répondra certainement de toute façon à votre motivation première, hein, comme je le disais. Et donc de se dire, OK, ben, quelles sont les pistes justement sur ce point-là. Voilà, il y a pas mal de bouquins aujourd'hui qui nous parlent d'alimentation et qui nous permettent d'avoir des alternatives qui sont parfois beaucoup plus simples.
Donc, quand je mets dans ce point faire de la cuisine d'assemblage, ben, justement, la cuisine d'assemblage, c'est par exemple, j'ai une base de pâtes ou de riz. Moi, j'adore. Voilà, je mets quelques cubes de feta, je mets des herbes, des aromates, je mets une bonne huile qui est riche en oméga 3, en oméga 6. Je mets des graines de courge ou des graines de sésame ou des graines de sarrasin décortiquées. Et là-dedans, voilà, je vais même peut-être râper quelques lanières de carottes. Vous voyez, la carotte, enfin, on peut même ne pas râper, hein, on peut faire des espèces de tagliatelles de carottes ou quoi. Et en fait, là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'appelle ça de la cuisine d'assemblage parce que ce sont des morceaux que je mets ensemble avec une bonne vinaigrette, sans quelque part avoir un plat justement qui repose sur le féculent, le légume et la viande ou le poisson. En batch cooking, on va tabler, si vous voulez le faire vraiment pour 5 jours, sur 5 jours maximum. C'est important parce qu'on estime vraiment que c'est là où vous allez avoir aucun problème par rapport à des conservations. Donc les préparations maison, elles se conservent entre 4 et 7 degrés. Donc ça, c'est dans votre frigo à identifier, on y reviendra, et durant 4 ou 5 jours. Par contre, on va quand même veiller à l'ordre de consommation, c'est-à-dire que dans les 2 premiers jours, vous allez mettre les aliments qu'on dit très périssables. Donc le poisson, justement, la viande. On voit aussi ben, les préparations à base d'œufs, enfin en tout cas d'œufs crus, si c'est juste les appareils que vous avez préparés, par exemple, pour votre quiche. Donc voilà, le lait, la crème sur certaines choses. Donc ceux-là, chut, on va les mettre au début. Moi, je congèle automatiquement le plat du 5e jour. Parce que déjà, je me dis, c'est le plat du vendredi. Si ça tombe vendredi, je ne serai pas là parce qu'on aura changé de programme, on aura une vie sociale. Auquel cas, bah, ça me fera un plat qui sera de toute façon déjà congelé, qui sera prêt pour un autre moment. Et donc, je ne prends pas de risque sur le dernier jour. Le menu doit être pensé en famille. Ça, c'est très important aussi. Pourquoi? Pour que ça corresponde en fait aux horaires et à ses membres, quoi. Donc ça, c'est vraiment à vous aussi d'identifier dans la semaine quels sont les jours où il y a plein d'activités et c'est la course. Et donc, c'est peut-être pas ce jour-là qu'on va faire un plat chaud tous ensemble. Limite, on sait ce qu'il y a dans le frigo et chacun va se servir à un moment donné ou à un autre. Je sais que ça arrive plus facilement, évidemment, quand les enfants sont plus grands que quand ils sont plus petits. Mais voilà, il faut essayer d'avoir un œil réaliste et bienveillant, du coup, par rapport à soi-même. Vous pouvez penser en portions et non en repas. Euh, Ça, en fait, on le fait de manière naturelle, c'est-à-dire que ça nous arrive de manger les restes, comme on dit. Mais beaucoup moins quand on pense justement à organiser notre alimentation. J'ai une autre personne en conférence qui m'a dit, mais nous, le week-end, on cuisine toujours un petit peu plus. Et lundi, ben, on sait qu'on mange tous les restes de ce qu'on a cuisiné pendant le week-end. Et en plus, comme ça, chacun choisit ce qu'il a envie de manger, etc. Il faut aussi savoir qu'effectivement, on n'a pas tous le même appétit, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et donc, ça peut être sympa aussi d'avoir justement des repas qui soient diversifiés, hein. En Asie, c'est beaucoup plus comme ça. On a plein, plein, plein de petits pots. Et en fait, chacun va là où les besoins de son corps l'envoient aussi. Aussi, quand je dis portion, c'est parce qu'on peut manger 2 jours de suite, ou les enfants peuvent manger 2 jours de suite la même chose, hein. En général, si c'est un plat qu'ils aiment bien, ça ne les dérange pas du tout. Alors, construire votre menu pour pouvoir cuisiner et cuire simultanément vos recettes. Donc, effectivement, si vous ne prévoyez que des plats au four, vous n'allez pas pouvoir tous les cuire. Et puis, c'est bien de diversifier aussi. Donc, moi, par exemple, j'utilise mon cuiseur à riz. Voilà, ça, c'est un robot, on va dire, que j'aime beaucoup parce que je rince mon riz, je mets le riz dedans, je tourne le bouton, je sais qu'il s'éteindra tout seul, qu'il sera juste bien à point, etc. Donc, lui, essentiel. Il y a des gens qui travaillent beaucoup avec le cuiseur vapeur. Voilà, on a aussi la poêle, le four. Donc, essayez, quand vous pensez au repas que vous avez envie de faire, de diversifier ça. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes vos cuissons, ou en tout cas avancer en même temps sur différents plats pendant votre séance de batch cooking.
Écrire une liste des plats que le ménage aime. Et comme je vous disais, il faut se faire plaisir. Et parfois, on oublie complètement, alors que si on redemande aux gens qui constituent notre ménage, en fait, c'est quoi, toi, un de tes plats préférés? Vous allez voir que ça va venir tout seul. Et puis qu'en plus, parfois, ça tombe, ça fait quelque temps que on ne les a plus faits. Donc voilà, une manne d'idées, ce sont aussi les gens qui vous entourent. Alors, s'inspirer, en fait, il y a pas mal de chaînes aujourd'hui, hein, de livres consacrés euh, au batch cooking, un site aussi. Je vous le montrerai tout à l'heure, rappelez-le-moi, où justement il y a plein de propositions qui sont mises soit triées par méthode de cuisson, soit par est-ce que c'est un déjeuner, est-ce que c'est un dîner. Donc c'est très intéressant, très chouette de naviguer dans ce site. Alors, je vous conseille aussi de partir des légumes de saison. Ben oui, c'est une garantie, un, de pouvoir les trouver et deux, ben, qu'ils soient nutritifs, hein. Il faut savoir que parfois nos légumes voyagent tellement qu'ils perdent en fait beaucoup, hein, en nutrition. En fait, parfois, ils ont déjà une semaine derrière eux, hein, on s'en rend pas toujours compte, mais quand ça passe par des grosses centrales, et donc là, on perd quand même pas mal des vitamines, etc. Donc varier les féculents, les légumes, les légumineuses, les modes de cuisson, les épices, les sauces. Vous pouvez vraiment vous faire des petites listes comme ça. Bah oui, tiens, sauce béchamel, sauce bolognaise, une vinaigrette, vinaigrette au yaourt, vinaigrette au miel. Pour les légumes, bon, bah ça, vous pouvez trouver certainement facilement les calendriers de légumes de saison. Je ne sais pas s'il y en a sur le site des Conso, mais je sais qu'il y en a sur le site Manger Demain, qui est un site de la région wallonne. Voilà, ça peut vous donner des idées aussi de légumes auxquels vous ne pensez pas et en même temps, du coup, vous soutenez l'agriculture locale. C'est pas mal. Dans les féculents aussi, hein, on est parfois réduit un peu à pommes de terre, pâtes, riz, alors que on a la semoule, hein, on a l'amarante, on a le millet. Et dans les légumineuses, alors là, c'est encore tout un très grand monde aussi, avec le pois cassé, les haricots, les pois chiches. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et sachez, pour ceux qui voudraient manger moins de viande, que pour avoir une protéine complète, hein, la chaîne d'acides aminés complet, donc il faut mélanger des céréales et des légumineuses. Voilà, je vous en reparlerai si vous voulez. Donc, choisir au moins deux recettes que vous maîtrisez, ne pas suivre à la lettre les autres recettes, et parfois aussi utiliser un même ingrédient pour plusieurs préparations. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez faire une base de béchamel et vous dire je fais un chipon gratin et je ferai un vol au vent, bien que ce soit déjà des plats quand même pas mal élaborés. Voilà, ou la même chose pour la bolognaise, qui peut servir de lasagne et qui peut servir aux pâtes. Donc ça, c'est un exemple de batch cooking, enfin de menu par catégorie. Vous en faites ce que vous voulez. L'intérêt, c'est peut-être, en tout cas, de commencer à essayer sur ce modèle-là et se dire, ben, je vais changer toutes les 3 semaines, je vais rechanger mes catégories. Parce que à l'intérieur, comme je vous le disais pour la quiche tout à l'heure, vraiment à l'intérieur, vous pouvez quand même changer beaucoup de choses. Bon, moi, l'hiver, j'essaye de toujours partir, on va dire, sur une soupe. L'été, sur un bol de crudité. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais manger cru, voilà, c'est aussi très très bon. C'est pas compliqué hein, de râper une carotte. On peut manger la courgette crue aussi. On peut manger du céleri rave cru, du chou rouge cru hein, avec des pommes, des noix. Voilà. Je vous parle cuisine, hein, c'est parce qu'on m'a demandé de donner des idées. Alors, je ne vais pas vous donner des idées toutes faites, mais en tout cas, parler cuisine, c'est déjà se donner des idées. Donc voilà, mais pouvez-vous dire, il y a une soupe en général, je peux faire 2 jours avec. Le mercredi, en fait, ce sera plutôt un bol de crudité. Et le jeudi, vendredi, j'aurai une deuxième soupe. Donc en fait, je dois faire 2 soupes pour la semaine. Donc, vous voyez l'intérêt des catégories. Donc là, moi, j'avais mis le lundi quiche, tourte, pizza faite maison, etc. Pourquoi la quiche? Donc, parce qu'il y a un appareil donc, de cru ou de lait ou de crème, etc. Donc, c'est assez intéressant de le mettre au début de la semaine. Je vais donc utiliser, en dessous j'ai mis le four, ok. Le mardi, ça pourrait être un gratin de légumes ou une lasagne, hein, on va dire quelque chose en couche qui va dans un plat en pyrex au four.
Là-dedans, vous mettez de la viande ou pas, c'est comme vous voulez. Le mercredi, alors moi, j'utilise du coup les bases, hein. Comme je vous disais, là, je fais de l'assemblage. C'est-à-dire, soit j'ai une base de riz que je peux faire assez facilement, mais j'ai déjà préparé les légumes blanchis que je vais mettre dedans ou d'autres éléments, ou les patates, hein. Et alors, je peux partir sur une salade liégeoise, vous voyez, des haricots, des lardons, des œufs. Enfin, voilà. Je me prépare une base. C'est bien de l'utiliser après 3 jours. Ça marche encore, hein. Les patates, c'est vrai que parfois, c'est mieux alors de le mettre en deuxième jour. Mais les pâtes, le riz, alors il y en a qui disaient on peut réchauffer des pâtes. Oui, on peut réchauffer des pâtes. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Je les saute un petit peu au wok et j'en fais ce que je veux. Donc voilà. Et là-dedans, vous allez ajouter plein d'ingrédients que vous aimez. Donc là, je vais plutôt utiliser par exemple mon cuit vapeur pour les légumes que je voudrais préparer et ben, ma casserole pour faire soit les patates ou les pâtes. Le jeudi, on est déjà en fin de semaine, etc. Donc là, je propose moi un peu plutôt le petit buffet, c'est-à-dire là, ou le petit snack, quelque chose qui soit un peu plus à la bonne franquette, mais qui peut être totalement sain. Enfin, je veux dire, on peut faire un croque-monsieur sain. Quand je mets pita, on peut faire des pita saines, hein, même chose, hein. Moi, je mets des morceaux de feta ou de mozzarella, des morceaux de légumes, des olives. Vous voyez, vous faites une sauce, voilà, une vinaigrette au yaourt, vous mettez plein d'herbes. Voilà, mais quelque chose où du coup, on a plein de petites préparations. Ça, ce sera aussi à votre envie. Vous faites un houmous, vous pouvez faire un pâté végétal, etc., n'importe quoi et où tout le monde va aller un petit peu se servir. Et puis, du coup, le vendredi, je vais plutôt aller vers quelque chose, donc comme je vous disais, que je sais que je vais pouvoir facilement congeler. Donc là, par exemple, en hiver, ça sera plutôt un plat mijoté. Mais à l'intérieur du plat mijoté, vous avez aussi hein, vraiment un horizon très, très vaste. Voilà le principe des catégories qui peuvent évoluer. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur et vous pouvez vous dire, ben voilà, je teste par exemple cette forme de menu pendant 3 semaines et dans 3 semaines, je revois si j'ai pas envie de changer de catégorie. C'est important que vous identifiez, hein, vous voyez vos modes de cuisson en dessous pour que vous voyez si ça tient par rapport à votre équipement chez vous. La conservation. Donc oui, il y a pas mal de questions sur la réfrigération. Ben ça, donc du coup, par exemple, c'est vraiment en plus une image d'éco-conso. Alors, il y a différentes températures en fonction des étages du frigo. Comme aujourd'hui, il y a des différents types de frigo, le mieux, c'est quand même que vous ayez un thermomètre et que vous testiez, hein, en fait, ce sera le plus simple. C'est-à-dire que de toute façon, on a les aliments très périssables qui doivent être vraiment dans la zone la plus froide du frigo, donc entre 2 et 4 degrés. Là-dedans, on parle évidemment du poisson, de la viande crue, éventuellement des yaourts et des fromages frais au lait cru. Mais il n'y a pas énormément de choses qui vont dans cette zone-là. Mais c'est important vraiment sur les aliments très périssables parce que c'est là où il y a les dangers bactériens. Après, vous avez normalement une zone qui est ben, de 5 à 7, hein, de 4 à 7, hein, où justement ce sont l'endroit de vos plats préparés maison, préparés maison. Donc les aliments cuits, les potages, etc. En général, c'est l'intermédiaire du frigo, mais il faut regarder aussi. Et vous voyez que la durée est bien de 4-5 jours, hein, donc vous pouvez vraiment prévoir pour la semaine à cet endroit-là. Puis, on a les fruits, les légumes, 8-10 degrés. Si vous avez une cave fraîche à la maison, vous pouvez aussi les y laisser. Alors, on peut aussi y mettre le fromage, on peut y mettre plein, enfin les œufs ne vont pas spécialement au frigo non plus, donc pas mal d'aliments. Et là, on est aussi un minimum hein, sur une semaine, puisqu'au niveau des légumes, bah, c'est eux de toute façon qui vont vous dire, hein, vous savez que la salade, vous la laissez pas traîner pendant 10 jours, quoi. Voilà. Des petits principes de rangement, effectivement, mettre les aliments périmés devant, hein, pour bien les voir et savoir ce qu'on doit manger. Moi, j'avais à un moment donné aussi un bac à manger, où il était marqué, voilà, c'était très clair que on devait aller là-dedans quand on avait envie d'improviser une petite tartine ou quoi. Donc, l'important, c'est que vous remplissiez pas votre frigo au maximum parce que c'est l'air qui circule en fait dans le frigo qui refroidit les aliments. On oublie parfois cette donnée-là. On déballe les aliments qu'on ramène. Donc, c'est vrai que si vous avez acheté des packs là, de yaourt au supermarché qui a un carton autour, ben, normalement, on enlève tout ça, tout le suremballage. Et on n'introduit pas de plat chaud dans le frigo pour ne pas le réchauffer. C'est comme ça que vous avez une température qui peut rester stable.
Au niveau de la congélation, ben, en fait, on peut quand même congeler assez longtemps. Bon, évidemment, plus ce sera long, plus on risque de perdre, enfin, de déstructurer les aliments ou de perdre en goût, etc. Donc, ce qui se passe, c'est bien que c'est en général l'eau qui est contenue dans les aliments qui gonfle, hein, donc qui se transforme en cristaux et qui vient casser la texture des aliments. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est que on congèle des aliments frais. On ne congèle pas quelque chose qui est périmé. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la taille de ce que vous allez congeler, ça peut prendre 12 à 24 heures pour être congelé à cœur. Et puis, ça prendra encore 12 à 24 heures pour être décongelé. Donc, si vous avez congelé quelque chose qui était déjà tout juste, ou qui était dépassé au niveau de la date, il ne faut pas oublier qu'en fait, vous prenez encore 2 jours, hein, voilà, on va dire de développement bactérien possible, puisque le développement bactérien s'arrête quand il est congelé, mais il reprend juste après, dès qu'il n'est plus au froid. Donc en général, on consomme du coup les produits après dans les 3 jours et on ne recongèle pas quelque chose qu'on a décongelé. Voilà, sauf si ça va être recuit à cœur. Donc si vous avez congelé des carottes, vous pouvez les décongeler, faire de la soupe et vous pourrez recongeler cette soupe. Voilà. L'important, c'est que vous ayez vraiment des contenants adaptés. Donc, c'est des contenants hermétiques qui ferment bien, qui conviennent aussi, en fait, à votre type de congélateur. Moi, j'ai des tiroirs, c'est assez bas comme ça. Donc, moi, il me faut plutôt des longs plats et que je puisse empiler. Sinon, vous voyez, bah, je vous ai mis hein, les durées, fruits et légumes, oui, 10 mois, poissons, 3 à 5 mois, plat préparé par vous-même, 2 à 3 mois. Donc, vous avez quand même un certain temps devant vous, hein. Et contrairement à ce qu'on pense, si c'est bien fait, il y a une petite perte de vitamines, mais pas tant que ça. En tout cas, ça peut être plus efficace que des produits qui restent dans le fond du frigo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la congélation. Donc la préparation doit être complètement refroidie avant d'être mise au congélateur. Choisissez donc des contenants hermétiques. On date toujours, hein, on note l'aliment et on date. Alors soit, du coup, vous faites un petit mémo avec les durées maximum de conservation à côté de votre congélateur. Moi, je mets plutôt la date de fin parce que je sais que du coup, quand j'ouvre quelque chose, si la date de fin est derrière moi, je me pose des questions. Voilà. Parce que sinon, si vous mettez la date où vous l'avez fait, il faut encore que vous vous rappeliez, ah oui, mais donc j'ai 3 mois, ah non, là, ça pourrait être 6 mois, etc. Donc, je vous propose de décider au moment où vous le congelez et comme ça, vous poserez moins de questions. Vous pouvez favoriser des plus petites portions parce qu'elles seront plus vite congelées. Donc, c'est vrai que les quiches, hein, on peut couper des parts de quiches. Vous mettez ça après entre des feuilles, par exemple, de papier beurre et vous le mettez bien dans votre contenant hermétique. On peut aussi utiliser des moules à silicone hein, pour faire des petites portions de choses. Congeler les aliments frais, je vous l'ai dit. Pour les légumes, en général, on va essayer de les blanchir pour que justement il y ait moins cet effet alors blanchir, mais bien sécher, cet effet de destruction de la texture, etc. Pour la viande et le poisson, même chose, hein, on va bien laver, bien l'éponger, bien le sécher, et on les emballe individuellement avec du film alimentaire, et puis on va les mettre dans des contenants. Voilà. Après, pour les herbes fraîches, on peut effectivement les ciseler, mais les mettre dans des bacs à glaçons avec de l'huile. C'est juste qu'elles soient protégées. Moi, je les mets même dans des bocaux, hein. J'ai du persil, j'ai trop de persil. Hop, 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 je hache un peu. Je les mets dans des bocaux. Bon, c'est vrai que parfois, du coup, ben, je vois qu'il y a un petit peu de givre au-dessus. Mais quand c'est pour les réutiliser dans des plats mijotés, etc., je ne m'inquiète pas et le goût reste correct. Pour les gratins, on ne va pas mettre le fromage dessus, vous le mettrez au moment même. Et si vous congelez des choses en bouteille, attention évidemment de ne les remplir qu'aux 3 quarts parce que le liquide va prendre plus de place en étant congelé et votre bouteille pourrait exploser. Voilà! Voilà. J'espère que vous avez pu prendre un peu de tout ça. Vous inquiétez pas, ces slides-là seront à votre disposition et j'ai aussi un syllabus qui pourra être envoyé à ceux qui le désirent. Donc maintenant, je vais pouvoir aussi écouter vos questions. Merci beaucoup, Odile. Ben voilà, je crois qu'il y a déjà quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Je vais laisser Elena prendre la parole, mais n'hésitez pas à
continuez à mettre vos interrogations et puis on les fera remonter. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. La première question vient de Séverine. Elle demande si on peut tout préparer en batch cooking. Après, c'est venu avant que, il y ait toute l'intervention. Donc, voilà, s'il y a Oui. des ajustements à ça. En soi, on peut. Les produits laitiers se congèlent moins bien, hein, aussi pour cette question de détériorisation de la texture. Après, ben voilà, tantôt je citais le chicon gratin. Ben, quand j'essaye de regarder les étapes du chicon gratin, je me dis il faut que je fasse une béchamel, il faut que je précuise mes chicons, il faut que j'attends qu'ils refroidissent, il faut que j'ai mes tranches de jambon, que je les roule, que je les remette, que je remette ça éventuellement encore cuire un peu au four. Bah, je trouve que c'est un peu long pour un plat. Voilà. Donc après, ça dépend toujours de votre objectif et de combien de portions ou repas vous voulez faire et dans quel temps. Voilà, les plats à plein d'étapes, c'est pas toujours les plats les plus efficaces pour un batch cooking. Merci. Alors, on a ensuite Pierrick qui a super bien écouté l'intervention de la semaine passée, parce qu'il dit que donc Sohan, qui était la diététicienne qui était intervenue, elle disait qu'il n'était pas utile d'associer céréales et légumineuses, qui est une idée qu'elle a peau dure. Du coup, bah voilà, on peut ne pas être, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les deux le même avis, mais c'est intéressant du coup de voir les deux, euh, les deux points de vue là-dessus. Oui, bah alors moi c'est quand même vraiment quelque chose que j'ai toujours appris et entre autres aussi avec d'autres organisations comme Rencontre des continents qui s'occupent de l'alimentation en Belgique, de se dire voilà, on parle bien de remplacer la protéine animale, hein, enfin je veux dire, à la place de la protéine animale. Et en fait ce qu'on voit c'est qu'un peu partout sur la planète on l'a fait de manière assez intuitive. Donc on voit par exemple, on va dire dans le Maghreb qu'on a mis ben, du couscous et des pois chiches, qu'en Amérique latine, on était souvent sur les haricots, les fèves et les pommes de terre. En Inde, les dalles de lentilles, etc., où il y avait en général aussi un autre succulent. Donc voilà, après, effectivement, enfin, moi, je ne suis pas végétarienne et du coup, je n'ai pas cette urgence, mais enfin, cette urgence, parce que je pense que c'est quand même intéressant de se poser la question du coup de la source d'une bonne protéine complète qui soit une alternative, en tout cas à ce que nous procure la viande, et entre autres pour les enfants qui, eux, ont besoin de protéines qui sont rapidement assimilables. Mais je ne suis pas nutritionniste. C'est ça, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes expertises. Et du coup, Laura qui nous dit pas dans le même repas tant que c'est sur la journée. Donc, j'imagine que c'est une Voilà. façon, voilà, de compléter. Alors, la personne suivante, c'était Laura qui demande question très pratique, que mettre dans les pâtes pour éviter qu'elles collent? Alors, moi, en général, je les refroidis tout de suite à l'eau, vu que c'est quand même pas pour les servir tout de suite. Et donc, si on les refroidit complètement, en fait, elles ne vont pas trop coller. Et ou sinon, je mets un petit filet d'huile d'olive et je les remue bien. L'important, c'est qu'elles aient vraiment beaucoup d'espace. En fait, déjà, il faut qu'elles aient de l'espace au moment de la cuisson. Donc, hein, les pâtes, il faut en fait, voilà, beaucoup d'eau parce qu'il va aussi y avoir l'amidon, etc. Et puis après, ben, même chose, voilà, bien les rincer finalement, en fait. Et puis au début, quand elles doivent encore refroidir, j'y retourne vraiment tous les quelques minutes pour les retourner un peu, quoi. Alors, ensuite, Pierrick, conseillez-vous les contenants qui peuvent être mis plus ou moins sous vide pour mieux conserver les ingrédients préparés à l'avance? Alors, effectivement, le sous-vide a de grandes qualités de conservation. Euh, et je suppose que du coup, il parle quand même de contenants réutilisables, peut-être parfois où il y a une petite pompe ou quoi. Parce que sinon, le problème là de ce qui est proposé en sous-vide, c'est que c'est souvent du plastique et en fait, c'est beaucoup, beaucoup de plastique. Mais oui, il y a un intérêt au sous-vide. Ok. Et alors, Séverine encore, enfin, je ne sais pas si c'est la même. Quel est le temps de conservation des pâtes, du riz, des semoules, de la quinoa, etc. J'imagine que c'est le temps de conservation une fois que ça a été cuit dans le frigo, comme ce Oui, qui était oui, expliqué. sans doute. Bah, je vais pas vous dire ce que je mange, hein, parce que ça allait me prendre pour une folle, mais je ne suis jamais malade. Non, mais en tout cas, oui, 3 jours sans problème. En fait, si c'est bien conservé dès le départ, donc voilà, euh,
bien rincé, mis dans un contenant adapté. La même chose, juste les Tupperware en plastique. Dès qu'ils commencent à l'intérieur à coller, à se désagréger, vous jetez ça. Ça, c'est clair et net. Voilà, le plastique alimentaire est acceptable pour plein de choses, mais par contre, il faut qu'il soit de, voilà, de bonne qualité. Euh, et les plats en verre, ça va aussi. On dit parfois que ben, le froid traverse moins le verre hein, que le plastique dans le frigo. Donc, vous pouvez même les mettre, si vous voulez, dans des petites pochettes en plastique très fines, hein. Mais pour moi, en tout cas, en dessous de 3 jours, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, les plats traiteurs, hein, quand on fait traiteur, on a 72 heures de péremption sans problème. Donc, aucune crainte par rapport à ça. Les patates, parfois, c'est juste plus, voilà, c'est plus au niveau de la texture, etc., où c'est un peu moins chouette. Après, j'avoue que j'ai déjà entendu tout, hein. J'ai déjà entendu, il ne faut plus manger du riz après 2 jours. J'ai déjà entendu, il ne faut pas remanger des patates qu'on a déjà mangées. Voilà, je suis toujours en vie. Alors, entre-temps, on a une nouvelle question qui est arrivée. Quels sont les aliments à consommer le plus rapidement lors du batch cooking, plat avec crème culinaire? Et au niveau de la conservation des aliments lors d'un batch cooking conservé au frigo lors d'un batch hebdomadaire? Je suis pas sûre d'avoir compris ce que j'ai lu, mais j'espère que la question a été Ben, comprise. oui, mais donc, en tout cas, en début, en fait, tout va dépendre pour combien de temps vous cuisinez. Enfin, voilà, comme je vous dis, oui, sur YouTube, on voit, je cuisine 2 heures et j'ai fait les plats pour 5 jours. Bon, soit, voilà, on y arrive peut-être à un moment donné, mais je ne crois pas que ce soit un but vraiment en soi. Euh, mais en tout cas, dans la catégorie des aliments très périssables, donc ça, vous pourrez regarder sur Internet, vous verrez. Donc, vous retrouverez, comme je vous disais, effectivement, le poisson, en tout cas le poisson, la viande, les œufs crus, etc. Vous allez mettre ça, si possible, dans les 48 premières heures. Merci pour ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il nous reste quelques minutes s'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu réponse à leurs interrogations. C'est le moment. Sinon, c'est que tout était clair. Ouais. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut regarder, hein, enfin regarder, sentir. Je veux dire, un aliment qui n'est plus bon, enfin, alors on peut se faire avoir, hein, je suis bien d'accord, hein, mais il y a des catégories d'aliments où il y a pas photo et vous le verrez, enfin, je veux dire, tout de suite, hein. Mais si les normes d'hygiène sont bien faites et si on a cuisiné en ayant les mains propres, un plan de travail propre, on a laissé refroidir, mais dès que c'était froid, on a remis au frigo, etc., ou en congélation, il n'y a pas de souci. Bien, merci. Il y a des remerciements dans le chat aussi. Voilà. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais en profiter pour vous rappeler que si vous avez loupé le webinaire justement de la semaine passée à propos du végétarisme, il est déjà en replay sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez le retrouver et avoir plein d'infos de ce côté-là. Et alors, dans ce cycle de 3, on a un dernier webinaire jeudi prochain euh, qui est sur la cuisine des légumes pour les enfants. Donc, s'il y a des parents dans l'assemblée, c'est parfois compliqué de faire manger des légumes à ses enfants, et donc qu'ils soient batch cookies ou pas. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour essayer de faire le plein d'idées, peut-être en partager vous aussi. J'ai bien aimé, moi j'avais envie, Odile, de réagir dans ta présentation. J'ai bien aimé en termes d'éco-consommation l'idée qu'en batch cookant, on peut aussi profiter finalement voilà, d'une eau qui est déjà chaude pour un truc, pour faire cuire autre chose, du four qui tourne déjà pour quelque chose, pour faire chauffer autre chose. C'est aussi une chouette façon un petit peu ludique d'économiser l'énergie au passage, quoi, même si on est d'accord, des petites quantités par rapport à plein d'autres usages, mais c'est un petit plus sympa. Tout à fait. J'ai vu passer dans les commentaires, oui, je vous ai pas partagé le site. Attendez, que je fasse ça. Ça s'appelle Cuisine Addict. Hop,
Je vais juste vous le repartager comme ça. Voilà. Voilà, donc ça s'appelle cuisine-addict.com et alors, vous voyez là, il me propose même hein, des batch cooking, des menus de la semaine, mais aussi donc par type de plat, petit déjeuner, apéritif, entrée, etc., plat végétarien, fromage, dessert, par type de cuisson, hein, bocaux, autocuiseur, robot cuiseur, mijoteuse, one pot, sans cuisson, voilà, par occasion, etc. Euh, donc ça, c'est très très chouette avec des chouettes idées, vous voyez, salade de quinoa et pois chiches, et un peu de tout. Courgettes à la ricotta feta. Ça donne envie, hein? Vous n'avez pas faim? C'est la bonne heure pour aller profiter de tout ça. Voilà. Et alors, si j'ai le temps, je vais juste repartager. Attendez, hein, il faut que je le trouve aussi. Parce qu'effectivement, tu reparlais des plats qui se cuisaient au four. Et donc, j'avais préparé un... Voilà, cuisson au four et légumes râpés. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est une petite fiche que j'avais en atelier, parce que j'ai aussi fait des ateliers batch cooking, hein, où là, du coup, on cuisinait effectivement des gratins, etc. Donc, il se râpe et il se sauce. Ben, il y a les classiques, hein, la carotte, le chou blanc, hein, on oublie, mais le chou, donc, il y a dans les pitas, hein, c'est du chou blanc, le céleri rave, les originaux, la courgette, la betterave, le radis noir, le chou rouge, les carrément surprenants, le potimarron. Voilà, c'est un petit peu plus dur, donc il faut le râper fin, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut aussi effectivement consommer du potimarron ou du butternut cru. Vous faites une bonne petite sauce avec des noisettes ou quoi, enfin voilà, une petite vinaigrette, huile de noisette ou des noisettes concassées avec torréfiées. Le panais, le persil tubéreux, voilà, tout ça se tient très très bien. Et alors, ben, on peut après, voilà, dans les sauces aussi, hein, aller soit vers, ben, comme je disais, une sauce yaourt et ail, hein, comme avec de la menthe ciselée, par exemple, c'est la raïta. C'est ce qu'on va retrouver plutôt dans les plats aussi ben, de la Méditerranée. Une vinaigrette à la moutarde, une acidité avec une tartare aussi, hein. Moi, j'aime bien utiliser les cornichons, les capres, etc., les échalotes. Ça, c'est tous les petits condiments qui vont vous permettre aussi de dynamiser et de changer votre cuisine tout en étant sur des légumes bah, qu'on trouve un petit peu tout l'hiver en Belgique quand on veut consommer de saison. Parfois, le panel n'est pas toujours énorme, mais par contre, on peut les agrémenter d'une autre façon. Les huiles aussi, huile de sésame, huile de colza, huile de tournesol, huile d'olive. Enfin bon, voilà, il y a vraiment tout un monde qui est possible quand on aime la cuisine. Et je voulais juste vous montrer celui aussi sur le four, parce que là aussi, il y a des petites surprises. Hop. Voilà, donc on peut les mettre au four, bah, évidemment les pommes de terre, hein, on le sait, les patates douces aussi, hein, ça pousse chez nous, hein, on oublie parfois la patate douce, on s'en fait énormément de choses. Les poireaux, donc moi je mets des poireaux entiers, donc vous n'enlevez même pas la première feuille, vous les mettez, vous laissez brûler en fait cette première feuille, comme on fait avec les poivrons pour la peau. Et puis après, vous déchaussez du coup votre poireau et vous avez un poireau qui est confit, puisqu'en fait le sucre qui contient, etc., va confire à l'intérieur. Et c'est délicieux pour faire un poireau vinaigrette. Et ça, c'est tout des trucs de fainéants, quoi. Mais il faut les faire, quoi. Donc voilà, les poivrons, les aubergines, hein, vous le savez, si on veut faire un caviar d'aubergine ou quoi. Le chou rave, hein, même, on peut aussi mettre en entier. Le, le céleri rave aussi, les grosses boules de céleri rave. Alors ça, c'est un petit peu plus pour les férus de cuisine, mais on peut les cuire au sel. Il y a plein d'aliments aussi, vous les mettez comme ça dans un petit pot, plein de sel autour, et il va confire à l'intérieur, c'est délicieux. Même chose, hein, les potimarrons, les butternuts, etc. Enfin bon, bref, il y a vraiment, du coup, là, vous pouvez enfourner et vous êtes parti, quoi. Voilà. Super pour ces ajouts. Entre-temps, déjà, il y a pas mal de demandes de syllabus, donc il est attendu avec hâte. Et il y a une dernière question qui arrive entre-temps de Joël. Elle demande si on peut aussi facilement prévoir les fruits à l'avance, genre pour le petit déjeuner, les collations maison.
Ben oui, alors c'est juste que sur la pomme et sur la poire, vous allez avoir un peu d'oxydation. Mais on peut mettre un petit peu de citron hein, dessus. Euh, mais oui, oui, ça, enfin, voilà. Encore aujourd'hui, nous, on avait mis des morceaux de pommes à ma fille. Elle est revenue de l'école, on dit, tu as mangé des pommes. Elle a dit non, ben, elle a mangé des pommes. Donc elles sont juste oxydées, mais bien qu'il paraît qu'il y a des bonnes choses dans l'oxydation de la pomme pour la santé. Euh, mais oui, on peut préparer des fruits à l'avance. En tout cas, le kiwi va très bien tenir. Les mangues, euh, oui. Après, il faut que vous voyez, est-ce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, bah, vous pouvez faire la veille au soir, quoi. Voilà, bon, on va éviter de faire ça plusieurs jours à l'avance, mais tout à fait. Eh ben, merci. Là, je crois qu'il n'y a plus de questions. Il y en est à 1 minute, donc c'est au top. Eh bien, super. Un très grand merci Odile et merci à tous nos participants et participantes ce soir. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Et, euh, et on vous invite à retrouver dans vos mails très bientôt le lien vers le replay, vers le syllabus, vers les slides. Vous aurez tout ça. Vous serez super équipés pour devenir des pros du batch cooking, comme tu l'as si bien dit. Et on espère que ça vous aidera à faire un peu plus facilement de la cuisine maison, qui généralement est effectivement bien plus saine et plus écologique aussi. Eh ben, un grand merci, on va vous dire bonsoir et passez une excellente soirée. Au revoir à tous. Au revoir, merci.